Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Escalens, dans les Landes, à la frontière du Gers et du Lot-et-Garonne, pour rencontrer Jean Barrère, éleveur de vaches de course landaise. Vous le verrez, Jean est un personnage haut en couleur. Les Landais le connaissent d'ailleurs sous le nom de Jan des Bourros. Pour vous mettre dans l'ambiance, je vais vous faire écouter le message qu'il m'a laissé sur le répondeur suite à mon premier appel. Diciamo una miseria di spara, voi che sono Giuliano di Biros, che ascolta il messaggio e che poi torna a Perac a Mouis, in divisa che poi Rabiglia, in discuter già des courses olandaises. Allez, à 17, il y a bandera. Voilà, vous avez rien compris ? Eh bien moi non plus. C'est du patois landais et ça donne le ton. Jean est marqué au fer rouge des traditions landaises. Convaincu que ces dernières sont essentielles à ce que nous sommes et à ce que nous serons, il en est même un ambassadeur. Il incarne une voix rurale qu'on entend peu mais qui existe bel et bien sur nos territoires partout en France. Alors avec Jean, on a évidemment parlé de courses landaises pour vous présenter ce sport atypique. On a parlé des vaches qui participent à ces courses. Ce sont de vraies championnes qui sont vénérées dans tout le département. On a aussi parlé de l'avenir des traditions qui sont si chères à bon nombre de Français et qui sont en danger pour 1001 raisons. Bref, je vous laisse en compagnie de Jean et je vous le garantis, vous n'allez pas vous ennuyer. Bonne écoute. Bonjour Jean. Et Adi Schatz, que va? Ça va, merci et toi? Oh, toujours. J'aurais dû dire Yann des Bourros, c'est ça? Voilà, alors si, on peut dire Yann de Buros, sachant que Buros c'est le quartier ici sur la commune d'Escalens-Sainte-Meille, première commune des Landes, on pourra le préciser. Et en fait, Buros c'est le nom du quartier, mais qui n'a rien à voir avec los burros, qui veut dire les ânes en espagnol. Parce que sinon, l'association Ganadería de Burros, ça fait élevage d'ânes, et qui plus est, il y a un S, mais comme il semblerait qu'il n'y en ait qu'un ici. C'est trompeur. Le préciser immédiatement. Très bien, pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on se trouve actuellement? Alors ici, nous sommes au cœur du cœur, en zone Lande d'Armagnac, sur la commune d'Escalens-Sainte-Meille, et laquelle commune d'Escalens-Sainte-Meille est limitrophe avec le Gers et le Lot-et-Garonne, ce qui en fait, quand on arrive au Gers et au Lot-et-Garonne, la première commune des Landes, que je revendique haut et fort. Face à la capitale des Landes, j'ai vu afficher Mont-de-Marsan, ou une autre qui est sous-capitale, mais qui a aussi son intérêt. Oui, dont on ne va pas parler. Allez, là, ils sont pas polémiques. Voilà, et donc ici, effectivement, sur ce territoire, la particularité, c'est d'avoir, au moins sur un plan familial, 4 générations après, toute l'histoire de la course landaise à raconter, en sachant que la course landaise, c'est la forme tauromachie propre au sud-ouest de la France, et qu'ici, dans un mouchoir de poche, on a 4 tauromachie différentes avec l'espagnole, la portugaise, et puis dans le sud-est, la camarguaise, et chez nous, dans le sud-ouest, la landaise. On y est ici particulièrement attaché, et donc moi je ne suis que dans une lignée qui permet de continuer à ma manière de participer au développement, à l'évolution de la course landaise. Et donc là, on est dans les gradins de tes propres arènes sur ton exploitation. Oui, puisqu'il faut toujours, alors c'est un peu l'outil de travail, il faut un élément qui permet à un moment ou à un autre évaluer, jauger les bêtes, voire même occasionnellement y faire participer des publics sur les anniversaires ou enterrements de vie célibataire, ou encore faire des démonstrations de course landaise pour des publics qui n'auraient pas le temps de séjourner pour aller en voir dans un de nos magnifiques villages qui en offrent tout au long de la saison estivale. Et donc il y a des arènes qui se veulent, je vais dire, champêtres, avec une partie de gradin couvert où on apprécie cet après-midi d'être à l'ombre, avec 120 places assises sur 3 petites rangées, tout en bois, et après une grande piste 35 mètres de diamètre qui va permettre là d'exploiter dans les meilleures conditions le galop d'une vache course, voire exceptionnellement d'un taureau, ou sinon de jeunes taurillons quand il s'agit de rester sur la
phase plutôt ludique de la tauromachie landaise. On va en reparler, mais avant tout, toi, ça a été quoi le déclic de devenir éleveur? C'est un truc qui t'est arrivé naturellement? Tu peux nous raconter ton histoire? Depuis tout petit, on avait cette espèce de frustration où quand on était à l'extérieur, donc je suis né en 1960, parce que mon arrière-grand-père était né lui dans le siècle d'avant. Et depuis tout petit, j'ai toujours entendu parler de ce fameux troupeau barrère, avec évidemment les mots les plus exagérés, mais presque et glorieux pour les qualifier. Et mon arrière-grand-père et mon grand-père. Et par contre, en famille, c'était un sujet tabou. On avait tous les éléments qui rappelaient cette histoire qui était cachée au fond d'un couloir de 30 mètres dans ce qu'on appelait la chambre du fond. C'était un peu la salle impénétrable. Et quand on pouvait y rentrer, il y avait tout un trésor d'archives, de documents, de trophées qu'avaient remporté sur ces deux générations, mon arrière-grand-père et mon grand-père. Tout naturellement, depuis toujours, j'ai eu envie de participer à mon tour à cette histoire de la course landaise. J'ai été de 1975 à 1985 écarteur au plus haut niveau en deuxième catégorie, parce que mes facultés d'être aussi un très bon niveau de festaille ne me permettaient pas de faire la compétition. De faire la fête, je traduis. Et très vite après, avoir cette idée de mettre en place de l'élevage pour la course landaise. Et donc aujourd'hui encore, avec 94 vaches et taureaux, j'essaie de participer avec quelques bêtes qui sont présentées dans les courses pour simplement assouvir ma passion et participer à la passion de tous ici, dans le sud-ouest, pour la course landaise. Parfait. Et alors, avant de parler de tes vaches, est-ce que tu peux nous raconter la course landaise, en quoi ça consiste finalement? Alors, cette course landaise, c'est une tauromachie, en sachant que la tauromachie, par définition, c'est toute forme de combat, de sport, de jeu, d'affrontement entre des hommes, parfois des femmes, et des taureaux ou des vaches d'une race particulière, que les Espagnols qualifient de race brava, de race brave. Et donc c'est à partir de cette race qui d'ailleurs ne doit son salut qu'à l'existence des tauromachie, et notamment la tauromachie espagnole. S'il n'y avait plus de corrida, c'est une race qui pourrait être menacée de disparition très rapidement. Donc la nôtre, la course landaise, va consister dans un jeu relativement sympathique, mais qui de jeu est quand même un combat, où l'homme se place au centre de l'arène. L'arène est comportant une piste soit rectangulaire, soit circulaire, soit ovale. Et lorsqu'on est en plein centre de l'arène, de la piste, on défie la bête, la vache ou le taureau qu'on a pu attirer auparavant sur une bordure. Et lorsqu'il se lance au galop sur l'homme, à 50-60 km/h, avec 350 à 500-520 kg entre vache ou taureau, et bien il va falloir, par un geste très artistique, et qui se veut même esthétique, arriver à esquiver en faisant un écart sur le côté pour changer la trajectoire de l'animal et non pas pour s'échapper devant l'animal, ou bien faire un saut au-dessus. Et là, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau qu'on n'aurait jamais imaginé, avec des sauteurs des plus talentueux et des figures nouvelles. Donc, il y a des sauts périlleux, des sauts de l'ange, des sauts à pieds joints, mais il y a aussi des combinaisons de deux sauts avant de franchir la bête, une rondade associée à un saut périlleux ou une rondade saut au l'ange, voire même une rondade, un flip et un saut périlleux arrière. C'est souvent des gens qui étaient gymnastes dans une première vie, ça. Et ceux-là, ce sont des gymnastes, mais qui là aussi, sont ces gymnastes chez nous de l'année de Gascon, qui dès leur plus jeune âge, ils n'ont qu'une idée, c'est à faire la gymnastique pour maîtriser des figures, afin de les mettre en exécution en course landaise au-dessus des vaches ou des taureaux. Donc il y a déjà cette motivation dès le plus jeune âge. Et chez nous, c'est un peu l'épreuve, non pas du sang comme chez les Indiens, mais l'épreuve à la corde, qui va consister effectivement au moins une fois de se présenter au centre de la piste et de défier ce cornupède qui lui est là pour nous démolir. Et l'écart, qu'est-ce qui fait qu'on a bien écarté? Alors qu'on explique aux gens, c'est une compétition, c'est un sport. Il y a une fédération française de course landaise, il y a 250 licenciés. Et donc, à chaque concours, ou à certains concours en tout cas, ils sont notés par un jury. Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne note à un écart? C'est en fait par la gestuelle que l'on va donner. Alors on a un costume
qui est fait d'un gilet, d'un boléro chamarré de paillettes et de petits fils dorés ou argentés, pantalon blanc, une large ceinture et cravate de couleur suivant l'envie de chacun, rouge, bleu, jaune, vert ou peu importe. Et le but du jeu, ça va être de se placer au milieu de l'arène, défier la bête qui va très rapidement attaquer parce qu'elle n'a qu'une idée, c'est de nous éliminer de son territoire, parce que pour elle, l'espace est vital et elle ne peut pas accepter qu'il y ait une présence concurrente sur son territoire. Donc elle attaque au galop et c'est là qu'il va falloir magnifier cette attaque en faisant un geste d'esquive où on va chercher à passer le plus près possible, voire même très souvent dans l'exécution presque parfaite à la figure, on a la bête qui longe, qui passe dans le creux des reins de celui qui l'a défié, et sans être bousculé, avec un geste très agréable et élégant à regarder, et avec une finition qui fait qu'on va donner une note entre 0 et 10, suivant la qualité de ce geste d'esquive qu'on aura pu faire devant la vache ou le taureau. Et ça peut être aussi à travers les sauts, quelque chose de plus facile à percevoir, puisque là il s'agit de faire comme si vous allez voir une partie un concours de gymnastique, hein, où il va y avoir des sauts périlleux, des sauts périlleux-vrillés, des sauts de l'ange, des sauts à pieds joints. Ce sont des figures bien connues dans le monde des gymnastes, mais qu'on va reproduire, non pas dans le vide ou au-dessus d'un tapis, mais au-dessus d'une vache ou d'un taureau. Et là, de la même manière, c'est la qualité du saut, l'appel, la course, l'envol, la réception, et qui vont permettre d'avoir une note. Et on va se défier les uns avec les autres, où l'animal devient un petit peu l'artifice, comme peut être le ballon pour une partie de rugby ou la raquette pour jouer au tennis. C'est l'homme contre l'homme, et qui utilise l'animal pour faire valoir. Et je voyais que finalement, j'ai l'impression que le plus dur, au final, c'est d'aller contre son réflexe naturel qui est de courir quand même. Et donc, il faut attendre la vache le plus longtemps possible. Donc, il y a une affaire de timing et donc, effectivement, de mesurer son courage. Oui, tout à fait. Parce qu'ici, je le rappelle, on est gascons, qui disent tous que sommes landais dos peus do cap au cap dos pés. Je vous laisserai faire la traduction. c'est simplement pour dire landais dos peus do cap au cap dos pés, landais de la pointe des cheveux à la pointe des pieds. Et donc, partant de là, on est un petit peu, je vous l'accorde, parfois, peut-être tombé prématurément du landau ou dans une arène par une tumade sur la tête, et qui fait qu'on n'est pas du tout dans un geste normal. On se met au milieu d'une arène, on imagine, et tous ceux qui vont entendre ces propos, imaginez, vous êtes en plein centre arène, vous avez les pieds joints, les bras levés, et vous attendez désespérément, ça va très vite, à 50 km/h, que l'animal, affublé d'une belle paire de cornes, vienne vous chasser à une quinzaine de mètres de là où vous vous trouvez. Il vous faut contenir cette envie naturelle qui consiste à partir à toutes jambes, se réfugier en dehors de l'accès que pourrait avoir l'animal sur vous. Et ça c'est quelqu'un qui est parfaitement sain de corps et d'esprit. Après, il y a ceux à qui on a expliqué que le but, c'était d'arriver à attendre jusqu'au dernier moment et esquiver la bête quand elle est vraiment sur nous. Et au moment où elle délivre le coup de corne, eh bien, il faut empêcher de le recevoir par une esquive, par un écart. Et on voit régulièrement ceux qui veulent bien essayer pour la première fois, qui découvrent, qui n'ont pas dans les gènes cette discipline qu'est la course landaise, qui vont avoir le bon geste, ils attendent pieds joints, bras levés, ils font une jambe reste sur place et un pied écarte la jambe sur le côté, et ensuite ils ramènent la jambe, mais ils ont une rotation qui fait que la bête va leur passer devant la face et le ventre pour continuer, parce qu'on cherche en ce mouvement à voir ce qui se passe jusqu'au bout. Et bien nous on va encore plus loin, c'est ce côté gascon et puis c'est qui va nous procurer une poussée d'adrénaline monumentale. On va faire l'écart, mais on va pivoter, tourner pour que la bête passe non pas devant où on peut encore voir comment elle se comporte, mais dans notre dos. Et là, il y a eu une fraction de millième de seconde qui fait qu'on ne voit plus l'animal, on attend désespérément que ça passe, et souvent c'est heureusement ce qui se produit, et parfois on est dans une telle confiance que presque le
le sourire aux lèvres radieux en regardant le public, on reçoit une tumade monumentale. Une tumade, c'est propre à la course landaise, Voilà, c'est quand on prend la vache de plein fouet, grosso modo. On pourrait y entendre ce bruit sourd quand on est pris de plein fouet sur le frontal entre les cornes de la bête. C'est ce qu'on a traduit par tumate ou tumade. Mais il n'y a pas que ça, la tumade c'est plein en tête. Si elle nous attrape à l'épaule, ça peut être une bouhate. Ça peut être, si elle nous fauche avec la patte avant, une clashite. Ou même un chistrate avec la patte arrière. Il va falloir que je révise mon vocabulaire. Ah oui, et puis tous ceux qui nous écoutent, si tentent et s'ils n'ont pas la réussite au premier coup, ils pourront même enrichir notre vocabulaire par une expression, une onomatopée ou ce qu'ils veulent pour traduire ce qu'ils ont ressenti dans ce moment qui est le leur. Et alors, combien il y a de courses landaises chaque saison? Parce que c'est plutôt pendant l'été. On ne peut pas faire de courses quand il pleut, c'est trop dangereux. Pour le coup, ça glisse pour faire l'écart. Oui, il y a une question de temps. Et puis, c'est comme de tout. Pour faire la fête, il faut de la chaleur, il faut toute une ambiance qui fait que il y a des temps de fête, il y a des temps, et puis on ne peut pas faire non plus, même si c'est dans l'essence même de nos Landais, de nos Gascons, on ne peut pas faire la fête tout le temps. Il y a des périodes qu'il faut savoir réserver à la chasse, d'autres à parfaire l'élevage. Quand je dis parfaire, c'est arriver à cette perfection qui va conduire ensuite ces canards qu'on a pu élever ou ces oies, les transformer pour en faire des canards, des confits, des magrets. Tout ça, il faut bien y consacrer une période. Oui. Et comme il est préférable de faire une période hivernale, eh bien on se donne. Il y a le rugby, le basket. Pour nous, ce sont aussi des temps forts dans notre sud-ouest. Donc tout ça fait que, effectivement, la course landaise, c'est pendant les temps de fête, dès qu'arrive Rameau, Pâques, où on a ces fêtes votives religieuses, on voit les premières courses s'installer dans le village et on recenserait dans les 500 courses landaises, alors sous toute forme, en compétition, hors compétition, des semi-formelles, des courses pour les amateurs. Il y a dans les 500 spectacles, on va dire entre le mois d'avril et le mois d'octobre, où là ça se finit en apothéose, avec le premier week-end d'octobre, le championnat de France des écarteurs et des sauteurs, et qui, ça c'est un appel à tous les auditeurs qui prendront bonne note. On attend encore d'avoir quelques champions de France issus de Bretagne, d'Alsace ou d'Auvergne. C'est ce que j'allais dire, on est un peu prétentieux les Landais, parce qu'on appelle ça le championnat de France, grosso modo il y a beaucoup de Landais. Le basket, on appelle ça la Coupe du Monde des Landes, parce que c'est notre Coupe du Monde à nous. Bon. Mais on avait même eu le championnat du monde des sauteurs en course landaise, l'année où Arthur Ribeiro, un excellent sauteur, mais d'origine portugaise et qui avait gardé sa nationalité portugaise, nous a permis d'élever au rang de champion du monde la course landaise. Et alors, chaque course landaise commence par la casérienne. Ah oui. Tu peux nous raconter, voire nous la chanter. L'hymne à la course landaise. En fait, là, si on reprend l'histoire, avant les années 1900, jusqu'à la période 1880, il y avait surtout ce qu'on peut avoir de compte rendu, et on a la chance d'avoir beaucoup d'écrits sur cette période, même de 1800 à 1900, avec, ils appelaient ça à l'époque les courses de taureaux. La course landaise n'était pas ainsi définie. Et on avait pour coutume de jouer la Marseillaise au début du défilé des hommes qui allaient affronter dans des tenues là aussi très, très sobres, avec une veste de laine, un pantalon également de laine ou de coton. Il n'y a pas encore le costume qu'on a connu ensuite à la fin du 19e siècle. Et on avait la Marseillaise et qui était suivie après d'un passage de Carmen, pour donner un peu plus cet air tourné vers la tauromachie. Et en 1905, il a été écrit une musique par le docteur Morenglan, qu'il avait dédiée aux habitants de Caser-sur-Adour, donc un peu un village landais, et qui, le fait d'être de Caser-sur-Adour, ils l'ont baptisé la marche, puisque c'est une marche, c'est pour le défilé au début et à la fin de la course, la marche casérienne. Elle a été écrite également avec des paroles en français. Salut toréador dont l'œil jette la flamme. Et des paroles qui est très poétiques et très bien amenées, mais qui ne correspondaient pas à ce qu'on est, nous ici. On est plus des gens de labeur et en toute modestie, plutôt que ces toréadors qui pouvaient laisser rêver avec leur faste et autres tenues. Et donc, je me suis allé à écrire quelques paroles qui en ont fait aujourd'hui la référence en landais de l'hymne à la marche casérienne.
Ah, tu Mazzantini, a che la tua, se nelle scartes pas, seras un gran feignant. Ah, tu Mazzantini, che la cau escarta, tot un se vos monta, e no de l'escalon. Ah, qui l'homme pitato, ben miei de la piste, entren des nete jaloux au accord d'épée, la bête que chez l'incope que un grand sard, quand tourne des barres à l'auge que passat. Barra, là-bas qu'aurait bien voulu, l'esquichal au pantalon, not podoc pas, Mazzantini qu'ère trop bon, mais son y est paré qui tournera, la suidée d'autuma, et si ouais, ne soutient paye pas, j'aura douan et nougat. Magnifique. Ça Trop marche bien. quasi. Si je pouvais applaudir, j'applaudirais, mais j'ai le micro à droite et mes notes à gauche. Merci Bon, beaucoup ça, de ça nous va me avoir fait cet dispenser honneur. de chanter 2 autres couplets. Mais voilà, c'était tout simplement lorsque j'ai passé le baccalauréat avec une marge de progression considérable, qui fait que j'avais été repêché avec le minimum de points qui pouvait le permettre. Et j'avais passé en option au repêchage gymnastique et occitan. L'occitan que moi j'appelle plutôt le patois. Et j'avais écrit ce texte en le présentant comme étant d'un poète hollandais qui avait disparu, qu'on n'avait jamais connu. J'ai eu 20 sur 20, en gymnastique, et à un point près, j'ai pu avoir le baccalauréat. Grâce à la casérienne. Grâce à la casérienne. Magnifique histoire. Bon, parfait. Écoute, d'habitude, on va à l'intérieur, mais là, on est bien, il fait beau, on est au bord de tes arènes, donc je te propose qu'on reste ici. Et j'aimerais parler de tes vaches, parce que c'est quand même l'acteur central des courses hollandaises. Alors déjà, à quel âge les vaches, elles démarrent les courses et j'ai l'impression qu'elles peuvent faire de vraies carrières. C'est des stars, les vaches. Ah oui, complètement. Ce sont des stars et elles sont reconnues, appréciées, parfois vénérées par les coursailleurs. On appelle les coursailleurs les amateurs de courses hollandaises. Tous ceux qui ont pu avoir l'occasion de venir, et sinon il faut que vous le fassiez parce qu'il ne faut pas mourir idiot, dans l'Hollande ou dans notre Gascogne voir les courses hollandaises, les bêtes sont toutes des vaches d'origine espagnole, 100%. Toutes ces fameuses vachettes, et je le dis doucement, par respect pour la vache, parce que vous appelez une vache vachette, elle transforme l'homme en omelette. Donc il faut être particulièrement prudent. Eh bien, elles sont toutes, même les vachettes hollandaises et les jeux d'Interville, elles sont toutes espagnoles. Donc ces bêtes, eh bien, on avait procédé à de l'importation et on le fait encore à partir d'élevage espagnol destinés eux à la corrida espagnole. Et pour les essayer en course hollandaise, on s'est rendu compte qu'elles avaient de très bonnes capacités et qualités à répéter leurs courses sur l'homme pendant toute une course, mais pendant plusieurs courses et pendant plusieurs années, qui fait que lorsqu'une bête a vu le jour, et après être restée dans l'élevage, si j'avance assez rapidement, d'abord auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 12-14 mois, après avoir été sevrée et que les mâles aient été placés d'un côté et les femelles de l'autre, elle continue à grandir jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. On imagine des bêtes qui, 3 ans et demi, 4 ans de leur vie, vont être pleines de nature. Ici, sur 130 hectares, il y a 94 vaches et taureaux adultes qui vivent à leur rythme. Je peux passer des fois 8-15 jours sans trop savoir où je les ai sur l'espace des 130 hectares. Elles font leur vie comme font les sangliers, les chevreuils, les sangliers, les cerfs et autres bêtes à l'état sauvage. Et enfin, 3 ans et demi, 4 ans, pour la première fois, on les met dans l'arène. Et là, 3 possibilités. Ou la bête n'a aucune velléité, on voit bien, on l'avait deviné quelque peu avant parce qu'elle était plutôt dominée, soumise au cœur du troupeau auquel elle appartient, et on va être contraint d'abandonner et de mettre un terme à sa vie. Et là, c'est le circuit classique des bêtes domestiques, c'est-à-dire un passage à un abattoir officialisé par les services vétérinaires pour prétendre abattre l'animal. Ensuite, on peut retirer la bête et en passant là aussi par un artisan boucher, charcutier, permettre de débiter et enfin la transformer pour faire d'excellentes daubes, même si on préfère les voir vivantes. Et vivantes, ça veut dire que ce sont des bêtes qui auront eu, elles, par contre, toutes les meilleures dispositions pour répéter ces attaques, non pas qu'on a provoqué ou par la violence ou par je ne sais quelle alimentation, c'est naturel.
Là aussi, avant d'aller plus loin, il est bon de savoir que le comportement d'une vache, d'un taureau, d'un jeune taurillon dans l'arène est totalement naturel. C'est simplement le changement de contexte qui va conduire une bête qui vit en troupeau avec un instinct grégaire très développé, avec une hiérarchie établie et assez souvent bousculée, et surtout sur de grands espaces, qui va être conduite lorsqu'on l'isole du troupeau et qu'on la libère, ou au moins on lui accorde comme espace celui de la piste d'une arène, quelques mètres carrés, et la bête va immédiatement rentrer en forme d'agressivité et de combativité pour essayer de reconstituer une hiérarchie, puisqu'étant seul et ayant un adversaire, que ce soit un homme à pied, à cheval ou en voiture, peu importe, la bête va attaquer pour évaluer par le combat qui sera le chef. Et comme il y a peu d'espace, c'est également pour cette raison, l'espace étant vital, que la bête, vache, taureau ou même taurillon, ne va pas supporter la présence d'un autre élément, ou que ce soit d'ailleurs un objet ou une personne, sur son territoire, et donc va attaquer pour le chasser. C'est naturel. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui, malheureusement, et je les invite à venir nous rejoindre pour en parler et leur expliquer, pas pour convaincre, pour qu'ils soient informés et qu'ils sachent de quoi ils parlent, plutôt que d'interpréter et en disant certainement ils doivent les violenter, ils doivent les martyriser pour les rendre méchantes. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu le sais, la notion de bien-être animal, elle est de plus en plus d'actualité. Et c'est vrai que la question pourrait se poser de quid d'exploiter les animaux pour les mettre dans une arène, d'en jouer avec. La vache, comment elle est quand elle va à la course, comment elle est en repartant. Tu peux nous raconter ça un peu ? Complètement. Et j'étais encore dernièrement un spectacle sur le bord de l'océan à Souston, où à la fin du spectacle... L'âme d'émotion qu'on conseille à tout le monde qui va vers Souston ou sur la côte landaise. Et où j'ai rencontré hier soir, et encore on est venu me l'amener, sa tante me l'a amené, parce qu'elle désespérait de voir dans quel état réagissait sa nièce, qui a une vie plus respectable certainement à Paris, et qui n'a pas compris comment on pouvait se prendre du plaisir à regarder les animaux qu'on avait attachés avec une corde, à qui on imposait de courir dans tous les sens dans l'arène, qu'on défiait au dernier moment, on se riait d'elle quand on pouvait les esquiver, et elle était à 10 000 lieues d'accepter qu'on puisse profiter d'un animal et d'user de maltraitance. Et c'est là que j'ai passé du temps, non pas une fois plus pour convaincre, mais pour lui expliquer que cette bête, c'est la maltraitance, c'est plutôt nous qui la subissons, les hommes, puisqu'elle, si à l'âge de 4 ans, la première fois, elle est sous l'effet de la découverte, certainement du stress et des inquiétudes de se trouver dans une situation qu'elle n'avait jamais connue depuis ses premiers jours de vie, et 4 années après, elle se demande encore pourquoi elle se trouvait là, qui la deuxième fois, un mois après, quand on va réitérer, qu'on va la remettre dans une autre arène, va déjà avoir cette capacité de se souvenir ce qui s'était passé la première fois, et rien qu'au comportement qu'elle a, on voit de suite que la bête évolue, elle va rester en plein centre arène, au lieu de nous poursuivre sur les bordures, pour ensuite devoir revenir nous attaquer lorsqu'on est à nouveau au centre. Elle occupe le territoire. Et là, elle commence à prendre des allures de dominant. On va utiliser une corde, non pas pour la soumettre, mais pour, malgré tout, arriver à l'entraîner au fond de la piste pour lui permettre de faire un nouveau galop vers l'homme. Et c'est là qu'elle va monter en puissance, elle va accepter ses contraintes, elle va commencer à user différemment du coup de tête, des galops beaucoup moins sincères sur l'homme, mais en coupant le terrain, elle va commencer à apprendre à nous faucher avec les pattes avant ou pattes arrière, et elle va finir par éprouver, et là je le dis sans exagération, elle va éprouver du plaisir. Elle va prendre un bonheur à nous faire voler les uns après les autres, et à se replacer sans même avoir besoin d'utiliser la corde, parce qu'elle sait que si elle veut recommencer, il faut se remettre au point de départ, et jusqu'à arriver à voir, et ça c'est fabuleux, dernièrement une vache qui était baptisée Ibiza, qui a eu 4 années consécutives le titre suprême de Corne d'Or, sacré meilleure de toutes les vaches sur une même saison, à savoir par son comportement, son intelligence, sa combativité, son agressivité. Et cette vache a été du plus grand respect, systématiquement, quand elle assumait un violent coup de tête, ou un coup de corne, ou un coup de patte, et jetait l'homme au sol, elle se retournait, elle regardait l'homme au sol, presque méprisante, elle a dit « Allez,
si tu n'as pas compris, tu rentres au vestiaire, ou alors tu te relèves, on recommence. Et cette vache a été filmée combien de fois dans cette situation où elle repartait tranquille, se replaçait. L'homme, évidemment, désabusé, se relevait tant bien que mal, se replaçait et le combat mais se faisait de manière loyale. Combien de vaches, et j'en veux pour preuve tous mes collègues qui font des compétitions régulièrement, qui ont des difficultés lorsqu'ils trient pour amener 10 ou 12 vaches pour une même course, ils ont des difficultés parfois à extraire du groupe une ou deux vaches qui ne veulent pas amener ce jour-là, mais qui, elles, par contre, font tout pour rester collées au petit lot, parce que derrière, c'est le camion, c'est l'après-midi de course. Le soir, au retour, c'est une bonne ration d'avoine, de farine de maïs et tourteaux de soja. Et tout ça, elles l'apprécient, elles l'appréhendent, elles en sont parfaitement... Hier soir, je parlais de conscience à cette Parisienne qui disait « mais les animaux n'ont pas conscience ». Qu'est-ce qui nous permet de juger ce que l'animal veut ou pas? Est-ce que l'animal veut qu'on lui mette un petit manteau pour le protéger du froid alors que la nature l'a doté d'une fourrure? Est-ce qu'il a envie qu'on lui foute un collier avec son nom dessus, une petite clochette? Il faut arrêter tout ça. Et ça, c'est du bien-être animal, c'est parce que l'homme, ou certains, l'a décidé ainsi. Alors avant de juger tous ces comportements, et notamment qu'on peut avoir nous, en milieu rural, parce qu'on a la chance, nous, d'avoir le bénéfice de la transmission de génération et de génération avant, et ne faire que donner une continuité, une suite à ce que les anciens, et que je respecte et qui étaient respectables, ont su nous communiquer. Merci d'avoir partagé ton point de vue avec nous. Et est-ce que, je vais te poser la question de l'auditeur maintenant, c'est les ailes de la terre qui te demandent comment tu choisis les vaches qui partent aux courses. Comment tu fais pour te dire tel jour ça va être telle vache? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui permettent de choisir? Ah oui, absolument. Les collègues donc, qui sont vraiment versés sur la partie compétition, ils assurent, alors, suivant le nombre, on va dire, de contrats avec les associations, comités fêtes ou villages, qui leur permet de faire des courses sur une saison. Donc, on va dire, sur de bonnes années, 30 à 50 courses. Ils vont tenir compte de le lieu, c'est-à-dire l'arène. Ça peut être une grande piste où là ça va permettre d'avoir des bêtes qui peuvent s'exprimer pleinement avec des galops très rapides, très longs, des charges répétées. Ça peut être dans une arène à taille beaucoup plus réduite où là on va en profiter pour faire travailler des vaches plus jeunes et qui supporteraient pas au début peut-être d'avoir une dépense sur 10 attaques consécutives sur une piste d'arène trop longue. Ça va être également en fonction du rythme qu'elles ont pu avoir de course. Ce sont de véritables athlètes, je disais. Donc on les fait monter en puissance et on fait tourner l'effectif comme on fait tourner aujourd'hui. Moi je vais parler plus rugby qu'autre sport avec un ballon. Et bien pour la course en nez, c'est pareil. Les vaches vont être sélectionnées par le ganadero. On appelle ganadero l'éleveur, c'est le mot espagnol qu'on a retenu lorsqu'on avait introduit les premières bêtes à Espagne, fin du 19e siècle, et où l'éleveur va justement prendre en compte tous ces paramètres, tous ces critères, pour sélectionner ce qui pense être le meilleur lot, pour donner le meilleur résultat, parce que lui, il va être plutôt porté à regarder le travail et le comportement de ces vaches, plus que l'efficacité et le côté artistique des hommes. Si les hommes sont pris, c'est souvent parce qu'ils se mettent à faute ou parce que la bête, avec son intelligence de plus en plus expérimentée et approfondie, va lui permettre de l'emporter. Et quelquefois, ils peuvent même, je ne vais pas dire dédaigner, mais pas particulièrement apprécier le travail écarteur, sinon regarder surtout celui de la vache. Et puis maintenant, ça m'amène à la minute économie. Ici, on est dans un élevage extensif, tu l'as dit, c'est magnifique, on voit que c'est un réservoir à biodiversité, il y a un calme, il y a des oiseaux, il y a tout ce qu'il faut. Donc pour l'environnement, ça on le voit bien, c'est plutôt très sain. Mais au niveau économique, est-ce qu'un éleveur aujourd'hui de vaches de course landaise, il peut gagner sa vie en élevant des vaches dans des conditions comme ça, aussi longtemps comme tu dis, les nourrir aussi longtemps? Ça gagne sa vie un éleveur de vaches? Oui, tout à fait. Il peut gagner parfaitement sa vie à condition d'arrêter tout de suite.
Non, c'est un gouffre sans fin, c'est la passion qui l'emporte. Et après, il faut arriver à trouver péniblement comment équilibrer économiquement justement ces activités. Pour certains, et notamment les collègues, ça va être à travers le nombre de courses qu'ils pourront réaliser et qui va leur permettre de générer avec un contrat un retour financier, mais si on veut multiplier un nombre de courses, il faut avoir un nombre de bêtes conséquent. Quand je pense que des collègues comme Michel Agrunage, Louis Iris ou Ward d'Argelos à moins d'importance, mais ont des troupeaux de 200 à 350 têtes, il faut les nourrir. Et dans ce lot, il y en a que peut-être une cinquantaine qui véritablement sont dignes du plus haut niveau en compétition. Et après, les autres, elles sont là pour servir à faire quelques courses de plus pour essayer de gagner 3 sous pour permettre à tout ce joli monde de se nourrir. Donc on est vraiment sur une activité qui est, s'il n'y a pas la passion, il faut surtout pas s'y lancer, il faut arrêter de suite. Mais après, on a un retour où économiquement, c'est pas véritablement ce qu'on peut tous, et c'est là où c'est peut-être pas facile à comprendre pour tous, on va être largement payé par les résultats et ce que peuvent donner les bêtes qu'on élève par leur comportement dans l'arène. C'est une forme de salaire qui n'a plus rien de palpable, de concret, mais qui donne les plus grands bonheurs et plaisirs, et où on est prêt à se saigner et à vendre jusqu'à sa dernière chemise pour continuer à pratiquer ce type d'élevage. Donc c'est vraiment économiquement très 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 compliqué pour arriver à tenir la tête hors de l'eau. C'est une viande qui est de très bonne qualité lorsqu'il s'agit de loin en loin à devoir se défaire de bêtes. Pour les raisons que je disais, si elles n'ont pas les qualités requises pour faire la course andaise. L'année dernière, on sait qu'il y a eu des conditions avec ces problèmes sanitaires, non pas pour les bovins, mais pour les humains, qui ont conduit à une suspension de toutes les fêtes. Donc pas de course andaise, donc pas de source de revenus, de rentrée d'argent, de recettes. Il y a eu un élan de solidarité très important qui, et là on les en remercie, ont permis malgré tout à limiter nos dépenses, mais il a fallu aussi diminuer les cheptels. Ici, pour ma part, sur le nombre, j'ai vendu 10 taureaux, des taureaux qui avaient 4 ans et demi et 2 de 5 ans, 10 taureaux qui m'ont été payés 1 500 €. Mais je précise, les 10 taureaux, pas 150 € pièce. C'est une catastrophe. Tout ça pour dire que économiquement, il n'y a aucune viabilité, il n'y a pas de rentabilité. Il faut vraiment aller chercher chacun avec ses petits moyens. Souvent, on est un petit peu on machinait pour aller récupérer du matériel qui pour d'autres partirait directement à la décharge. Et en lui donnant un petit coup de peinture ou autre, on arrive à restaurer et à faire tout ce qu'il peut y avoir de clôture nécessaire ou autre aménagement. Et pour ceux qui sont en compétition, c'est vraiment ce qui peut être généré par les contrats comme retour pour gagner un petit peu d'argent pour équilibrer l'activité. Et puis après, il y en a d'autres, c'est ce qui me concerne. Pour pouvoir pratiquer, j'ai pris la voie du tourisme. Je suis sur une exploitation agricole, installé jeune agriculteur en 1985, avec à l'époque 82 hectares de maïs irrigués, puisqu'on est sur les zones de sable très profond et sans irrigation, il n'y aurait pas de possibilité de culture. Et donc c'est la partie tourisme, qui, avec un réseau agricole, ou au moins qui émane des instances agricoles, qui s'appelle Bienvenue à la ferme, un réseau national que l'on peut retrouver facilement avec cette petite marguerite ou pâquerette qui fleurit juste à l'entrée de nos exploitations, et où certains ont pris la voie des gîtes ou chambres d'hôtes pour accueillir du public. Pour d'autres, c'est directement la découverte de produits du terroir à la ferme, et donc un circuit court, permettre d'aller déguster directement chez le producteur. Pour d'autres, ça va être de la restauration des fermes auberges. Et enfin, et je suis concerné par cela, des fermes dites découvertes et pédagogiques, où on va justement développer cette partie qui relève du monde agricole avec l'élevage de bovins, mais particulier, puisque je disais, ce n'est pas des élevages de vaches à viande ou vaches laitières, mais qui a toute sa place pour être présenté avec une étiquette agricole et un grand et large public.
Et tout ça, ici, tout est mis en œuvre pour pouvoir y participer. Parfait. Et tu nous parlais effectivement de la course landaise qui était un métier de passion. Pourquoi? Parce que les arènes sont pleines quand même tout l'été et ça mobilise toujours beaucoup de monde. Pourquoi les gens vont à la course? Qu'est-ce qui les fait vibrer à ce point-là? Ouais, ici, c'est vrai que la course landaise, tout temps à jamais, et avant même qu'elle existe, on y était déjà accro. On a toujours eu ce besoin en Gascogne d'aller défier peut-être d'abord les autorités par le défi qu'on allait avoir face aux vaches et aux taureaux. Et combien d'écrits, il y a même eu une bulle papale qui appuyait le roi de l'époque pour interdire et excommunier ceux qui allaient défier comme ça les vaches et les taureaux. Donc ça a toujours été. Et puis je dis ici, c'est bien connu, il faut suivre la mode ou quitter le pays. Et tout jeune, nos gosses, je dis nos gosses, parce qu'il y a aussi aujourd'hui, heureusement, toutes ces populations qui arrivent de l'extérieur, de néo-ruraux, mais ce sont ces publics. Je reviens à nos jeunes ici, localement, qui n'aspirent qu'à une chose. Dès qu'ils commencent à réaliser à l'âge de peut-être 1 an et demi, 2 ans, qu'il se passe quelque chose sous leurs yeux, là où les parents les ont conduits à une course landaise, et où ils grandissent avec la seule envie un jour de faire pareil, d'aller le défier. Et puis on a cette épreuve incontournable. On arrive là, on va dire à l'âge de 14-15 ans, où on n'a plus qu'une pression, on a cette obligation de descendre au milieu arène, s'afficher en public face à cette vache, mais il faut avoir réussi une fois. Suivre la mode ou quitter le pays. Et j'ai souvenir d'une discussion avec des anciens qui avaient peut-être 80 ans passés sur le banc au pied des arènes à Casaubon, et où la discussion commençait à monter, ça m'envenimait presque, et il y en a un qui a dit à l'autre « Oh, et tu carrettes, je ne pas jamais à date !» Et là, il y a eu un silence, il fallait être de là pour comprendre. Il y en a un qui avait dit à l'autre « Toi, de toute façon, tais-toi, tu n'y es jamais allé !» Et j'ai vite compris, et après on me l'a confirmé, c'est qu'il n'était jamais allé au milieu de l'arène face à une vache, ne serait-ce qu'une fois. Pour dire pourquoi ici on a ce besoin, les arènes se remplissent encore, on est en 2021, on a bien d'autres sujets, d'autres distractions peut-être qui sont plus d'actualité de mode. Mais alors justement, est-ce que tu n'as pas le sentiment de devenir un irréductible village de Gaulois finalement? Parce que le monde va plutôt en se mondialisant, en s'uniformisant, la législation va plutôt dans ce sens, il y a des interdictions de forme de chasse, les jeux tauriens en général sont remis en question. Comment tu perçois ça et qu'est-ce que tu espères pour demain? Alors d'abord, c'est le fait du constat où effectivement on a là depuis peut-être à peine 2 décennies, mais au moins sur ces 10 et même 5 dernières années, une montée en puissance de tout ce qui est d'atteinte aux libertés. Et quand j'ai atteinte aux libertés, c'est aux libertés de tous. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a des prises de position par certains qui voudraient imposer à d'autres de ne plus faire ceci ou faire cela, ou à l'inverse, devoir faire ceci ou cela. Donc je crois que dans le cadre biodiversité, si justement on ne veut pas tout uniformiser, tout rendre insipide et sans intérêt, eh bien, il faut accepter qu'il y a encore ces niches où on peut avoir peut-être du combat de coq du côté de l'île, des courses landaises ici dans le sud-ouest, ou quelques combats de vaches, de rennes, à la limite de la frontière de Suisse. Là, c'est directement, effectivement, l'homme en relation avec l'animal qui y procède, mais on a toute notre place. Qui c'est qui est en capacité de dire si on fait le bien ou le mal? Par contre, une chose est sûre, c'est que si on veut vivre tous ensemble, il faut passer par de la tolérance, de l'acceptation et du respect. On n'a qu'une vie, et cette vie... pourquoi et comment et par quoi on pourrait porter atteinte à celle des autres quand on n'est pas parfois capable de gérer la sienne. Parfait. Eh bien, je vais passer à mes questions de fin. Ma première question, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être éleveur de vaches landaises? Qu'est-ce qui te motive? Alors c'est vrai, on peut dire que c'est pas si c'est de la fierté, c'est surtout d'être un élément de transmission et de conservation, de défense de ce qui fait de nous notre identité et nos particularités, nos spécificités, ici sur cette partie du territoire français, si on ne veut pas l'élever au rang mondial, et qui fait qu'on est dans les Landes. Et si on veut voir la course landaise, on n'en verra
pas ailleurs qu'ici en Gascogne, et particulièrement dans les Landes. Si on veut déguster de l'Armagnac, il faudra effectivement venir sur ce territoire Gascogne, et là aussi sur nos Landes. Si on veut avoir des particularités comme une chasse traditionnelle fabuleuse, sans fusil, qui consiste à piéger des palombes avec des filets, des pigeons ramiers, comme on dit dans le Nord, et bien, il suffit tout simplement de savoir les séduire en devenant soi-même palombe. Tout ça, c'est ici, c'est chez nous. Et moi, alors c'est là, oui, peut-être qu'il y aura de la fierté et de la prétention, c'est de mettre tout en œuvre pour le préserver, le défendre, le conserver et surtout le transmettre. Mais je ne suis pas là, moi, pour me voir avec toutes les interdictions qui sont actuellement en train de tomber les unes après les autres, pour nous dire, non, ça vous n'avez plus le droit, ça vous n'avez plus le droit, ça vous n'avez plus le droit. Vous êtes trompés depuis des générations, depuis la nuit des temps, depuis que la préhistoire et avant la préhistoire, le monde existe. Vous êtes tous trompés et aujourd'hui, on sait comment il faut faire et voilà comment dorénavant vous devrez faire. Non, on ne peut pas l'accepter et donc c'est ce qui va à l'inverse me dynamiser pour le mettre en avant, là où quelques anciens répètent encore aujourd'hui, pour vivre heureux, vivons cachés. Non, aujourd'hui, il ne faut plus se cacher. Si on veut vivre heureux, il faut vivre crânement, fièrement, avec tout ce qui nous est cher, tout ce qu'on aime, et il faut le dire haut et fort. Parce que si on ne le dit pas, eh bien, les gens l'interpréteront, et si malheureusement ils interprètent de manière fausse ce qui pense être la vérité, eh bien, on en arrivera à ces situations d'interdiction qu'on connaît aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse, mais tu es championne du monde de roucoulaïr, qui est l'imitation du chant de la palombe. Ah oui, ça je tenais à le saluer quand même, c'est pas n'importe qui qu'on a en face. Tout à fait, c'est un titre conquis de haute lutte, c'était à Villeneuve-Marsan, où j'avais pu en 2011, en demi-finale, battre un Kenyan et un Coréen en finale. Magnifique. Alors le Kenyan était de Ponton-sur-Adour et le Coréen était du Houga, une magnifique cité du côté du Gers. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis? Peut-être tu peux nous parler du nombre d'arènes qu'il y a dans les Landes. Oui, alors en nombre, je pense, il y a eu toute une étude faite par le CAUE, donc qui concerne l'architecture, l'urbanisme et l'environnement, et qui a fait un magnifique recueil où ils ont recensé toutes les arènes, où on approche des 200 arènes, mais où, si on prend en compte aussi toutes les places de village où ils ont juste un espace qui est réservé pour mettre en place des arènes démontables pour les fêtes, on peut vite doubler le nombre de places qui permettront d'accueillir cette tradition de la course landaise. Ouais, finalement, il y a un village landais et une arène quasiment. Et pour finir, comment on peut te contacter ou comment on peut venir assister à une des visites de ta ganaderia? Alors là, c'est très simple puisqu'on a su aussi se moderniser. On a un site internet et donc il suffit tout simplement de taper Ganaderia de Burros. Ganaderia, je le rappelle, c'est le mot espagnol qui veut dire élevage. Et de Burros le lieu dit. Et là, il y aura toutes les indications. Parfait. Bon, merci beaucoup Jean pour ton temps. C'était vraiment super intéressant. À très bientôt. Et bien, die Schatz en remise. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.